Jasmine Solomon est en poste donc à la municipalité des Îles-de-la-Madeleine depuis 2022. D'abord gestionnaire de projet en érosion côtière et maintenant chef de section en action climatique. Elle a notamment participé à plusieurs projets de protection côtière et a réalisé également le cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Elle supervise également la démarche du plan climat qui vise à doter le territoire d'un plan d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Sans plus tarder, Jasmine Solomon. Donc, j'en comprends que je n'ai pas de pointeur et 1 minute de moins grâce à Gabriel. À la rescousse. Celui-là. OK. Bon, voilà, c'est ça. Bonsoir. Merci d'être là. Je pense que les intervenants avant nous l'ont dit, mais ce genre de soirée-là, c'est pas nécessairement tout le temps simple à organiser, en ce sens qu'on a des gens qui viennent ici et tout. Puis vous l'avez vu ce soir aussi, on a eu un horaire très chargé. C'est pas évident non plus d'essayer de laisser la place à tout le monde, mais je pense que les interventions étaient pertinentes. Puis je vais essayer d'aller assez rondement pour laisser aussi du temps au kiosque, qui était quand même notre souhait d'avoir un lieu d'échange aussi, de discussion avec les citoyens. Donc, au niveau de ma présentation, c'est sûr que ça n'allait pas fonctionner. Ah, il est à l'envers lui aussi. Bon. Fait qu'on va aborder 8 points, donc un peu notre rôle de liaison à la municipalité, comment on fait aussi un peu de coordination à travers tout ça. C'est quoi notre rôle en mesure d'urgence, comment on a des défis aussi, puis on doit gérer tout l'aspect réglementaire, les autorisations. Un peu de planification pour les années à venir et comment on peut vous accompagner, citoyens, entreprises, sur le territoire et aussi quelles sont les ressources qu'on a à l'interne. Donc, je pense que ça a été mentionné à plusieurs reprises ce soir, mais la municipalité, elle joue vraiment un rôle de liaison entre les différents ministères et les citoyens. Donc, dans les deux sens, donc à la fois quand les ministères souhaitent savoir c'est quoi les préoccupations des citoyens locaux, comment on peut faire tel ou tel projet, on peut être un agent de liaison. On est consulté là, dans certains projets aussi. Et à l'inverse, bien, c'est aussi notre rôle de prendre vos préoccupations puis de les emmener plus haut. J'ai souvent des rencontres avec un paquet de ces gens-là qui sont ici ce soir qui, je le souligne en passant, sont des très bons collaborateurs. Des fois, on a l'impression que la machine ministérielle ou gouvernementale, c'est effectivement une grosse machine, mais Jonathan, Nicolas, Marianne, on a vraiment des... Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point on a des bonnes ressources autour dans les ministères, mais même localement, nos organismes, chacun des organisations qui sont ici ce soir, c'est des personnes avec qui, personnellement, je collabore vraiment très bien. Je trouve que, ça fait plusieurs fois que je le dis là, autour de moi, mais je trouve qu'on a des bonnes personnes sur les bonnes chaises, puis ensemble, je vois vraiment qu'on avance, puis qu'on a comme une cohérence dans ce qu'on veut faire aussi. Fait que, d'ailleurs, quand on parle de personnes impliquées, de liaison, bien, je le souligne parce qu'il ne l'a pas dit lui-même, mais Jonathan, que vous avez vu du ministère, apporte vraiment beaucoup pour les îles. Puis le projet de dragage qui a été montré, c'est un projet que ça a pris probablement 10 ans, corrige-moi si je me trompe, mais une dizaine d'années à aboutir. Puis ils ont quand même gagné le prix national au ministère pour tout ce que ça a impliqué, pas nécessairement le résultat, mais le processus. Il y a un paquet de gens qui ont tourné autour de ça. Puis c'est vraiment une super belle réussite pour le territoire d'aller chercher cette ressource qui est plus durable que de la pierre, on va se le dire. Donc, je reviens à ma présentation. On fait le rôle de liaison, c'est ça, entre les différents ministères et on apporte vos préoccupations un peu plus haut. On fait des représentations aussi au ministère pour montrer notre réalité locale quand ils ne sont pas au courant. Les îles, c'est quoi? Puis des fois, on le dit, des fois, ben, c'est pas pareil. Puis on essaie de leur faire comprendre en quoi c'est pas pareil, mais de le vendre aussi avec des arguments, puis des preuves, des dossiers, voilà. Au niveau de la coordination, bien, on fait quand même beaucoup de coordination de projets. Donc, vous l'avez vu, là, je ne m'étendrai pas non plus, mais tu sais, un projet, quand on part de la date de l'entente avec un ministère jusqu'à la réalisation complète peut prendre
5, 6, 7 ans. Puis, il y a un paquet de volets qui relèvent de la municipalité, qui nous est donné, puis ça nécessite du temps à l'interne. Donc, ne serait-ce que la gestion contractuelle, vous le savez, on doit aller en appel d'offres publiques. Donc, tout ça, cette gestion-là aussi des contrats avec les entrepreneurs, la disponibilité, s'assurer qu'il y a de la pierre disponible, qu'on a un territoire isolé. Donc, ça apporte quand même son lot de défis à la municipalité. On a tout le volet autorisation, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Au volet communication, on oublie, mais on a un paquet de communication, autant dans des soirées comme ça où on souhaite vous informer, autant il faut produire des articles dans l'info, on veut vous tenir informés, des avis à la communauté. Quand on a des projets, on ne peut pas passer sur la piste cyclable, il y a se peut que la circulation soit réduite, les communications avec les médias. Donc, on a vraiment un volet communication qui prend quand même beaucoup de place quand on parle de problématiques d'érosion ou de submersion. On a les travaux en soi qui nécessitent de la main-d'œuvre, du temps, des plans et devis, des autorisations, aller chercher des firmes à l'externe aussi pour nous aider dans tout ça. Et l'aspect financier aussi, évidemment, ça vient avec des subventions, mais qui dit subvention, ça vient aussi avec une reddition de compte. Je donne l'exemple, mais récemment, encore hier ou cette semaine, on avait une rencontre sur la gestion financière de l'impact de Fiona, et l'année passée, on parlait de Dorian. Fait que, tu sais, c'est ces interventions-là qu'on doit faire aller-retour avec le ministère pour la reddition de compte, qui est très bonne, c'est sain qu'on doit faire de la reddition de compte, mais ça peut être quand même lourd pour la municipalité au fil du temps. Ça peut prendre 2, 3, parfois même 5 ans avant de régler un sinistre ou un dossier. Et il y a tout l'aspect aussi suivi. Donc, on fait des projets, vous l'avez vu, le ministère fait des suivis très scientifiques et rigoureux sur les recharges, mais nous, on doit avoir une veille comme municipalité sur l'ensemble du territoire. Oui, nos ouvrages de protection, mais les endroits aussi où il n'y a pas d'ouvrage. Donc, on est un petit territoire, mais quand même grand quand il est le temps de faire le tour à pied, d'aller documenter, prendre des photos, faire des suivis. Voilà. Donc, coordination, on ne rentrera pas dans le détail, ça a été dit, mais depuis, là, j'ai juste commencé en 2008, là, mais on a eu quand même des gros projets de protection, des gros projets qui découlent aussi de Dorian, de Fiona, qui sont parfois des projets de protection, mais qui sont parfois aussi de sécuriser certains sites. On pense aux accès de plage, au stationnement qui mènent à ces accès de plage-là. On pense à nos bâtiments municipaux. Donc, oui, il y a des secteurs collectifs, mais il y a nos propres infrastructures municipales et nos bâtiments qui sont affectés. Et bon, on est encore en train de faire les travaux je dirais, de rétablissement de Fiona à la municipalité. Fait que c'est quand même des choses qui peuvent nous demander du temps aussi. Au niveau des mesures d'urgence, je pense que Félix l'a bien décrit. Il y a tout un aspect aussi, on essaye entre deux sinistres d'être un peu dans la préparation, dans l'information, essayer d'inviter les citoyens à se doter de trousses d'urgence, essayer de s'informer, mais c'est sûr que quand il arrive un sinistre, bien, ça impacte quand même beaucoup la municipalité, en ce sens qu'on devient vraiment l'agent de liaison, comme Félix l'a expliqué, entre le ministère et le citoyen. Et ça peut durer quand même plusieurs mois, voire années. Encore aujourd'hui, j'accompagne des citoyens qui ont eu des dommages suite à Fiona dans leur processus de signalement, de liaison avec le ministère, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Fait qu'il y a comme tout un processus qui, malgré que le sinistre est fini depuis 2 ans, on est encore en train d'essayer de les accompagner du mieux qu'on peut. Et voilà, donc tout l'aspect mesures d'urgence en lien avec l'érosion aussi, les centres d'hébergement, s'il y a une route coupée, si on doit aller chercher un citoyen qui a eu un avis d'imminence, puis on sait qu'il y a une tempête, qu'il faut aller le protéger. Donc, c'est aussi dans l'aspect de préparation, il faut, comme municipalité, se préparer à assurer la sécurité là, des citoyens. Au niveau aussi des mesures d'urgence, il y a tout le volet financier, donc à prouver les dépenses dans un sinistre, déclarer l'état d'urgence, arbitrer pour le conseil municipal parfois de certaines décisions là, à fort impact. Ils doivent évaluer est-ce qu'on va là, est-ce qu'on ne va pas là en des très courts délais quand le sinistre est déclaré. Puis il y a toute une cellule de crise qui se forme à la municipalité avec un ensemble de partenaires sur comment on peut justement coordonner ce sinistre-là puis d'assurer la sécurité, que les gens aient accès à l'information, sachent où se rendre.
Puis, il y a l'aspect, comme je disais, de préparation, puis informer la population en temps réel. On l'a vu dans les derniers sinistres, les gens veulent savoir est-ce qu'on peut sortir, est-ce que je suis en sécurité, qu'est-ce que je dois faire. Donc, nous, c'est un peu dans les rôles qu'on a là, en mesure d'urgence. Ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu petit, puis je ne veux pas trop rentrer en détail. Je pense que Félix a bien expliqué comment un signalement aboutissait un peu au ministère de la Sécurité publique. Mais je le rappelle, si vous vivez de l'érosion sur votre propriété, si vous vivez un sinistre, si vous êtes préoccupé, votre première porte d'entrée, c'est d'appeler à la municipalité puis de nous signifier que vous voulez faire un signalement officiel. Et nous, on fait le relais avec le ministère. Et une fois que ça s'est enclenché puis qu'ils ont fait l'analyse, bien, ils peuvent dépêcher des experts sur le terrain que nous, on accompagne, qui peuvent aller, parfois, dans certains cas, ils n'iront pas, mais dans certains cas, quand le danger est là puis que le risque est là, on les accompagne, ils vont faire une analyse. Et puis, une fois que tout ça est fait, ça peut mener à un avis d'imminence de danger ou de non-imminence. Ça ne veut pas dire non plus que la maison elle est en imminence de danger. Et quand vous voyez là, la flèche qui part vers le MSP, c'est un peu là où notre rôle, je dirais, s'arrête. C'est que souvent, j'ai accompagné dans les deux dernières années des citoyens avec des signalements. Puis là, ils me disaient « Ouais, là, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai-tu le droit de l'aide financière et tout ça. » Tu sais, nous, une fois qu'on a fait le signalement puis qu'on a assuré que la propriété n'était pas à risque imminent, bien là, ça chemine. Puis c'est vraiment avec le ministère et ça demeure confidentiel. Donc, ce n'est pas des dossiers que nous, on a nécessairement accès, mais on peut être cet agent liaison-là pour faire cheminer des demandes un peu plus loin. Au niveau réglementaire, donc nous, on est, dans le fond, on est soumis au cadre normatif sur l'érosion. Donc, c'est le nom un peu commun qu'on se donne à l'interne. C'est un cadre qui a été fait par la sécurité publique et qui a été adopté ici localement en 2016. Donc, c'est intégré à notre schéma d'aménagement. Et ce que ça vient faire, c'est que ça vient un peu identifier les zones de contrainte à l'érosion partout sur le territoire. Donc, c'est accessible sur le site de la municipalité. Chaque île, chaque secteur des îles au complet a une carte de contrainte qu'on peut consulter qui nous dit, moi, sur mon terrain, je suis situé dans quel type de contraintes. Est-ce que mon sol est un peu plus érosif ou moins érosif? Et tout dépendant de la nature du sol, bien là, ça vient déterminer les usages qui sont permis ou qui sont interdits. Par exemple, au niveau construction, rénovation, si je veux implanter une piscine, si je veux agrandir, me faire un balcon, bref, il y a vraiment comme, c'est un peu ce qui nous régit. Fait c'est vraiment important avant de faire des interventions quand on est un propriétaire côtier de bien aller vérifier au service de l'urbanisme pour voir est-ce que c'est permis dans le cadre normatif. Ça, c'est un exemple des zones, des cartes de contraintes. Donc, si vous les aviez jamais vues, c'est sûr que c'est probablement un peu petit, mais c'est vraiment des secteurs. Il y a des types de côtes, puis ça vient identifier, vous, chez vous, vous êtes dans quel type de côte. Et après ça, on peut regarder quels usages sont permis ou interdits. Donc, ça vient préciser les interventions qui sont interdites, comme je le disais, autant pour la stabilisation, les remblais, les interventions sur des bâtiments principaux ou secondaires, l'entreposage, terrassement, abattage d'arbres. Donc, on ratisse assez large avec ce cadre normatif-là. Mais ça vient surtout, le deuxième picot, ce qui est bien aussi, c'est que quand c'est interdit, ça vient dicter quels sont les critères pour lever ces interdictions-là. Par exemple, si ça dit que sur votre terrain, vous ne pouvez pas vous enrocher, bien, ça vient dire qu'est-ce qui devrait être répondu comme exigence, quelles études sont nécessaires pour lever l'interdiction puis permettre un enrochement ou quelconque usage. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est interdit, ça demeure interdit, mais ça veut dire qu'on vient encadrer, on vient expliquer aux propriétaires, exiger certaines études qui soient à la fois géotechniques, hydrauliques, géologiques. Il y a un paquet d'études qui sont déterminées dans ça pour être certain que l'ouvrage ne porte pas atteinte aux voisins et que ce soit le meilleur ouvrage possible dans le secteur. Il y a aussi 4 types d'interventions qui sont décrites dans le cadre normatif, donc vous les avez à l'écran. Quand on parle de végétalisation des rives, ça peut être fait par un propriétaire privé, collectif, une autorité publique. La réglementation est beaucoup plus souple à ce niveau-là dans le cadre normatif, mais aussi pour la loi de la qualité sur l'environnement. Donc, il y a des permissions ou des actions qui sont permises seulement avec une déclaration là, au ministère de l'Environnement. Quand on parle d'ouvrages légers de stabilisation, bien, c'est un peu la captation qu'on fait, donc
je pense à Attention Fragile qui va accompagner, qui est capable d'aller mettre des clôtures à neige, d'aller capter des cages à homards ou peu importe, des structures qui sont faites vraiment, qui sont réfléchies pour capter le sable, favoriser l'ensablement, puis après, on va planter pour stabiliser cet ensablement-là puis essayer de le garder le plus possible. Ça aussi, ça peut être fait par un propriétaire privé, un collectif de propriétaires ou une autorité. Quand on rentre dans des mesures un peu plus, je dirais, rigides, donc les recharges de plage, que ce soit de la recharge de plage de sable ou de galets, bien là, ça peut seulement être fait par un collectif de propriétaires privés ou une autorité publique. Donc, un collectif de propriétaires dans un secteur, puis c'est le cas d'ailleurs, je le souligne, des initiatives collectives comme ça, mais à Baie-de-Plaisance, il y a un collectif de propriétaires qui se sont mis ensemble, qui avaient une problématique d'érosion, il y avait certains défis, ils se sont mis ensemble, sont allés chercher l'accompagnement Attention Fragile et ils ont fait des interventions douces, collectives, cohérentes entre propriétaires, puis c'est vraiment ça qu'on souhaite favoriser ici, mais ça peut être le cas aussi pour les recharges de plage. Et quand on rentre dans la stabilisation mécanique, donc les enrochements un peu plus durs, bien là, ce qui est dit dans le cadre normatif, c'est que ça doit être une autorité publique. Donc, c'est certain qu'à part que si on fait de la consolidation, puis ce qu'on veut dire par consolidation, c'est que si sur votre propriété, vous avez déjà un enrochement depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous avez le droit de l'entretenir. Mais si vous voulez agrandir votre enrochement ou en faire un nouveau, dans certains cas, bien, ça doit être une autorité publique qui fasse cet enrochement-là. Donc, ici, c'est ça, c'était un peu pour ramener le fait là, que c'est vraiment libellé dans le cadre normatif que c'est l'autorité publique qui doit réaliser l'enrochement. Ici, au niveau des autorisations, je n'irai pas trop en détail, ça a été expliqué, mais nous aussi, quand on gère le volet autorisation, on a plus d'une vingtaine d'éléments à regarder, que ce soit de la navigation, vous les avez juste après, là, la navigation, des servitudes d'entretien, d'accès sur des propriétés privées, le milieu marin, le schéma d'aménagement. Fait le volet réglementaire, autorisation est assez complexe. Puis si je reviens à la diapo précédente, bien, on a une équipe très limitée aussi pour réaliser ces projets-là puis suivre ces autorisations-là. Puis, on se tourne beaucoup vers l'externe. Comme par exemple, à la municipalité, c'est beaucoup la FQM présentement qui nous accompagne dans tout ce volet-là, mais il y a une énorme pression sur les firmes en ingénierie ou les services d'accompagnement partout au Québec, parce que toutes les municipalités, on n'a pas nécessairement les ressources à l'interne, mais on se tourne toutes vers les mêmes personnes, il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, il y a vraiment un goulot d'étranglement aussi qui fait en sorte qu'il y a des délais. Donc, on le vit vraiment quotidiennement. En termes de planification, on a réalisé en 2023 notre cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Il y a eu une présentation publique en septembre dernier, donc je ne rentrerai pas trop dans le détail. La présentation qu'on a faite est entièrement disponible. Elle a été diffusée. Vous pouvez revoir entièrement la diffusion de ça. Mais c'est un outil qui vient aider en fait, c'est un outil d'aide à la décision à la fois pour les élus et l'administratif de dire où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts, c'est quoi nos sites les plus vulnérables aux îles, puis lesquels on veut vraiment avoir le focus. Donc, le cadre en soi, là, c'est 31 secteurs qui ont été priorisés aux îles avec un indice de vulnérabilité. On a identifié 44 besoins de communauté, que j'appelle, qui étaient des besoins municipaux pour aller plus loin dans l'adaptation puis la planification, mais qui étaient bien souvent partagés par les partenaires qui sont ici ce soir, qu'on a consultés, qu'on a des défis de communauté, notamment, juste pour citer un exemple, on n'a pas de données de submersion à l'heure actuelle, donc on doit essayer de planifier notre terrain côtier puis nos actions, mais on n'est pas capable de dire à l'heure actuelle à quoi va ressembler la submersion en 2050, en 2100, à part l'élévation du niveau marin. Donc, on a été revendiquer certains besoins à travers ce cadre-là. Il y avait 11 critères d'analyse. C'est plus de 40 collaborateurs qui ont participé avec nous à l'élaboration de ça. Ça a nécessité 12 mois de travail et près de 80 documents de référence. Je vous ai mis ici juste les premiers sites. Vous l'avez en bas, là, mais la liste complète des 31 sites avec l'indice de vulnérabilité est disponible sur le site Web. Mais c'est un peu le résultat du cadre, c'est qu'on a été capable de donner un indice de vulnérabilité à chacun des sites qu'on avait identifiés pour voir
c'est ça, où est-ce qu'on doit mettre les efforts. Puis c'est pas une liste d'épicerie, en ce sens que je pense que je l'ai dit en septembre, mais ceux qui n'étaient pas là, c'est pas parce que le premier site en haut est le plus vulnérable que c'est nécessairement là qu'il y aura un ouvrage ou une intervention en premier. Par contre, ça vient vraiment concentrer le fait qu'on doit s'y attarder, on doit avoir des efforts et il y aura des opportunités de programmes de financement qui vont peut-être faire en sorte que le 4e ou le 10e ou le 30e, il y ait une intervention avant. Et il y a aussi des interventions qui sont à la fois en urgence et préventives. Donc, on a 2 niveaux. Dans certains cas, on veut vraiment être à l'avant-garde, aller voir, observer avant qu'il arrive quelque chose. Puis dans d'autres cas, comme peut-être la Pointe de la Grande Entrée, on le vit déjà, c'est un secteur qui est vulnérable. Donc là, dans ce cas-ci, bien là, on est plus dans l'urgence, puis aller regarder qu'est-ce qu'on fait plus que de vouloir agir trop en prévention. Donc, le cadre d'intervention, ça a été dit un peu brièvement, il a été approuvé en fait par le ministère de l'Environnement comme plan partiel pour notre plan climat. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les actions qui se trouvent au cadre d'intervention et les sites peuvent faire l'objet d'un dépôt de projet au gouvernement pour financement en attendant que, comme territoire, on se dote d'un plan climat. Donc, on s'est donné 3 ans et on a embauché Marie-Ève qui mène cette démarche-là sur le territoire. En attendant qu'on ait notre plan climat, bien, on peut soumettre des projets qui se retrouvent à l'intérieur du cadre, mais qui se retrouvent aussi dans le plan d'action de la stratégie énergétique. Donc, c'est les 2 documents qui ont été approuvés. Puis récemment, on a soumis une programmation au gouvernement de 27 projets, un total de 9,8 millions, et il y avait 6 millions là-dessus qui concernaient strictement l'érosion, l'adaptation côtière un peu plus précisément. On attend des nouvelles là, en cours d'hiver. Finalement, c'est ma avant-dernière diapo. En termes d'accompagnement, on a des dépliants à l'arrière. Vous pouvez venir vous en chercher. Comment on peut vous accompagner? Si vous avez un projet, une idée de projet, vous voulez vérifier si vous êtes légal, si c'est vraiment le volet réglementaire et un peu plus là, le service d'urbanisme. Donc, vous avez les contacts ici. Puis quand c'est un peu plus de connaître, justement, c'est quoi la dynamique côtière sur votre propriété? C'est quoi la situation de l'érosion ou est-ce que c'est une zone qui apparaît comme une zone de submersion? Bien là, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, puis moi, ça va me faire plaisir d'essayer de vous fournir les données que je peux et de vous conseiller au meilleur de ma connaissance. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de vraiment avoir une vision pour aider le citoyen quand c'est possible. Puis, la dernière, bien, je le rappelle, si vous êtes préoccupé, effectuez un signalement. Nous, on va faire le relais à la sécurité publique. Puis, c'est certain que si vous avez les 2 pieds dans l'eau puis que là, vous sentez l'urgence, bien là, ce n'est pas la municipalité, c'est le 911. Finalement, on a récemment quand même regarni notre site web, si vous ne l'avez pas consulté. Donc, toutes les présentations publiques qu'on fait en lien avec les projets, ils sont disponibles. On a essayé d'aller chercher des liens vers les experts locaux qu'on a, tous les projets qui sont faits. Fait que n'hésitez pas à y aller, c'est quand même une mine d'informations. Il y a des plateformes cartographiques pour aller voir les hausses de niveau marin, peu importe. Fait qu'il y a plusieurs choses là. Les capsules vidéo vont être là aussi, les rediffusions. Et voilà, vous avez mes coordonnées en bas, puis on est toujours disponible pour vous rencontrer.